Rebonjour. Comme j'avais indiqué ce matin, dans le cadre de la conférence à distance pour les étudiants du S6 module de la procédure civile, nous allons, Inch'Allah, étudier les procédures particulières. Et j'avais indiqué ce matin que plusieurs procédures sont prévues soit dans le code de la procédure civile ou en dehors de celle-ci. À titre d'exemple, procédure particulière prévue dans le code de la procédure civile, la procédure en matière du contentieux social. Mais en dehors de la procédure civile, on peut trouver des procédures particulières, par exemple dans le livre 5 portant sur le redressement des entreprises en difficulté, le livre 5 du Code du commerce bien entendu, et qui prévoit certaines procédures particulières en matière de redressement des entreprises en difficulté. Pour notre propos, nous allons simplement étudier certaines procédures qui relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal. On l'appelle d'ailleurs la justice présidentielle. Justice présidentielle parce qu'il relève de la compétence exclusive du président du tribunal. Dans ce sens, les articles 148 à 165 du Code de la procédure civile prévoient 3 procédures particulières. Soit il s'agit des ordonnances sur requête, al-awamir al-mabniya ala talab, ou encore il s'agit du référé, al-qada al-musajjal, ou encore les injonctions à payer, mistarat al-amr bil-ada. Donc j'avais dit que ce sont les dispositions du Code de la procédure civile, les articles 148 à 165, qui réglementent ces 3 procédures particulières que nous allons examiner une à une. L'article 148 qui se réfère à l'ordonnance sur requête indique que une personne, qu'on appelle le requérant, peut s'adresser au président du tribunal de première instance pour lui demander de prendre une mesure au provisoire, bien entendu, sans la présence de la partie concernée, c'est-à-dire la procédure n'est pas contradictoire. L'ordonnance serait rendue au provisoire et, bien entendu, sans qu'il y ait de contradiction entre les personnes. Le requérant donc demande par ses requêtes que le président du lieu où la mesure doit être exécutée ordonne soit un constat, soit une sommation, ou encore, comme le stipule, comme le précise les dispositions de l'article 148, ou toute autre mesure urgence en quelque matière que ce soit, non prévue par une disposition spéciale et ne préjudicions pas aux droits des parties. Ce sont là les conditions pour recourir au président du tribunal dans le cadre de cette procédure particulière par une requête écrite, le saisir par une requête écrite pour qu'il puisse ordonner l'une de ces mesures qui sont soit les constats, soit les sommations ou toute autre mesure, mais à condition qu'il y ait l'urgence, on va y revenir. On rencontre la procédure de l'ordonnance sur requête devant toutes les juridictions, aussi bien le tribunal de droit commun, c'est-à-dire le tribunal de première instance, que devant également le tribunal de commerce ou encore le tribunal administratif. Et il se peut également qu'on rencontre cette procédure également devant le président de la cour d'appel. Donc, devant tous les présidents, on peut rencontrer ce type de procédure particulière. L'ordonnance sur requête, elle se rapproche de l'ordonnance en référé, dans la mesure, ils ont toutes les deux un caractère provisoire. Par rapport au caractère, toutes les deux, ils ont un caractère provisoire. Mais ils se distinguent de l'ordonnance en référé, enfin, pardon, ils sont distincts parce que, en matière d'ordonnance sur requête, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction. La présence de la partie adverse n'est pas prévue par la loi. Alors qu'en matière de référé, la procédure se déroule dans le respect du contradictoire. C'est l'une des distinctions fondamentales entre la procédure du référé d'un côté et la procédure des ordonnances sur requête de l'autre côté. Quelles sont les conditions pour recourir à cette procédure d'ordonnance sur requête?
l'ordonnance sur requête, c'est la loi qui spécifie les domaines où elle peut intervenir. D'une façon générale, elle peut intervenir dans deux situations. Lorsqu'il y a urgence et que celle-ci ne nécessite pas la présence de l'autre partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de respecter le contradictoire. Si la contradiction doit être respectée, dans ce cas-là, on ne peut pas recourir à cette procédure d'ordonnance sur requête. Dans les cas qui sont spécifiés par la loi, il y a des situations où la loi exige, prévoit, indique, soutient que pour telle mesure, il faudra s'adresser au président de tribunal en sa qualité de juge sur requête, en sa qualité de juge sur requête. Par exemple, si on souhaite soulever quelques exemples, on peut donner l'exemple de plusieurs salariés qui se mettent en grève, qui entravent la liberté du travail et qui ne laissent pas les non-grévistes travailler. Et il est de l'intérêt de l'employeur de recourir à cette procédure d'ordonnance sur requête pour demander au président du tribunal de désigner un huissier pour constater ces faits-là d'entrave à la liberté du travail et peut-être même la destruction, qu'est-ce que j'en sais, de la marchandise et des biens de l'entreprise, ce qui permet à l'employeur d'avoir une preuve plus tard pour licencier toutes les personnes qui sont impliquées dans cette entrave à la liberté du travail. Donc, au lieu de recourir au tribunal normal, au tribunal qui devrait être saisi normalement, le temps que ce tribunal convoque les parties, le temps qu'il instruit la mesure, ça serait certainement trop tard. Donc là, il y a urgence à ce que le juge intervienne pour désigner un huissier parce que justement, il y a un trouble manifestement illicite. Parce qu'il y a un trouble manifestement illicite. Donc, vu le caractère dangereux de cette occupation, le juge peut très bien ordonner à ce huissier de justice de se déplacer pour constater cet état de fait. Et pour constater également les perturbations occasionnées par la présence de ces salariés grévistes qui empêchent l'exploitation de continuer d'une manière normale et qui mettent en cause la liberté du travail pour les autres salariés non grévistes. Le recours à la procédure contradictoire, dans ce cas-là, serait extrêmement difficile. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a urgence et il faut le faire le plus rapidement possible. Et la seconde, c'est que même si l'employeur souhaite recourir à une procédure normale, il lui serait pratiquement impossible de signifier, d'indiquer dans la demande la totalité des salariés qui sont impliqués dans cette entrave à la liberté du travail. Donc, au lieu de saisir chaque salarié individuellement, il préfère plutôt recourir, j'allais dire, à cette procédure plus ou moins expéditive, rapide, pour contrecarrer les aléas, parce qu'il n'est pas contradictoire et parce qu'il y a urgence, comme c'est le cas dans l'exemple que je viens de citer, des salariés grévistes qui occupent un lieu de travail. Le recours à la procédure sur requête apparaît ainsi justifié au regard de l'article 148 pour faire cesser ce trouble manifestement illicite qui est causé par les grévistes suite à l'occupation illégale des lieux du travail, car comme vous le savez, l'article 288 du Code pénal considère l'entrave à la liberté du travail comme étant une infraction pénale. Quelle est la procédure à suivre en matière de cette ordonnance sur requête? Quelle procédure doit suivre le requérant pour demander au président du tribunal, justement, d'ordonner cette mesure parce qu'il y a urgence et parce que le contradictoire ou la contradiction ne doit pas être respectée. La requête est impérativement écrite par le demandeur ou par son mandataire, c'est-à-dire son avocat, avec toutes les pièces qui justifient
ce procédé-là, de recourir au président parce qu'il y a urgence, il faut montrer ou démontrer devant le président en quoi consiste l'urgence. Donc, il faudra présenter toutes les pièces justificatives. Et cette requête écrite est déposée immédiatement devant le greffe qui la transmette immédiatement au président du tribunal. Lorsque le président du tribunal est empêché, parce qu'il a un empêchement, il est remplacé par le juge le plus ancien du tribunal. Nous allons revenir plus tard à cette notion du juge le plus ancien. L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat, il dresse, aussitôt qu'il reçoit cette requête, un procès verbal dans lequel il mentionne d'une manière brève, d'une manière succincte, les dires du requérant, les observations du défendeur si jamais il était présent, ou son représentant. Ce procès verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute personne intéressée, à toute partie intéressée, qui peut s'en faire délivrer, dans tous les cas où il le souhaite, une expédition de celle-ci. C'est prévu par la loi, c'est prévu par les dispositions de l'article 148 du Code de la procédure civile. Quid? Qu'en est-il de l'ordonnance en elle-même? Le président répond à la requête dont il est saisi par le demandeur de cette sommation, de ce constat ou de cette mesure d'urgence par une ordonnance Amr Qada'i, rendue en dehors de la présence des parties et sans l'assistance du greffier. Même le greffier n'est pas présent lorsque le président du tribunal rend cette ordonnance. À charge de se référer au président s'il y a des difficultés plus tard portant sur l'exécution de celle-ci. Si jamais l'une ou l'autre partie, ou à l'occasion de son exécution, il y a un problème, on peut se référer au président pour ce faire, mais non pas dans le cadre des dispositions de l'article 148 du Code de la procédure civile, c'est-à-dire en sa qualité de juge de constat, mais plutôt dans le cadre des dispositions de l'article 149 et suivant, c'est-à-dire on se réfère au juge en cas de difficulté, en sa qualité de juge de référé, en sa qualité de juge de référé. Il devient un juge de référé et non plus un juge de constat. Donc, aussitôt que le juge est saisi de cette requête écrite, en bas de cette requête, dans le même document, à la fin de ce document, il peut carrément émettre l'ordonnance, c'est-à-dire répondre à cette ordonnance. Comme il peut prendre une décision en bon et due forme par une ordonnance qui ressemble à un jugement avec toutes les indications que nous avons indiquées, en indiquant par exemple les motifs qui justifient l'admission ou le refus de la mesure qu'il a prise. Comme il peut se contenter en bas de la requête de prendre la mesure qui s'impose, l'acceptation carrément, sans qu'il émette, sans qu'il rédige, sans qu'il établisse une ordonnance au sens d'un jugement tel que nous les avons étudié auparavant. L'ordonnance sur requête est exécutoire sur minute. Vous vous rappelez, nous avons indiqué qu'en principe, lorsque un jugement est rendu, tout recours est suspensif. Et pour l'exécuter, il faut notifier la partie adverse. Et pour l'exécuter, il faudra demander au greffe une expédition avec la formule exécutoire, et ce n'est qu'après cette notification, cette signification, qu'on peut exécuter le jugement. Alors que s'agissant de cette ordonnance sur requête, il est exécuté sur minute. C'est-à-dire, l'original de cette ordonnance, il donne le droit, il donne la prérogative, il donne la compétence, il donne la possibilité au requérant de exécuter immédiatement, sans attendre la décision, l'ordre établi par celle-ci, des décisions émanant du président. Dans la plupart du temps, cette ordonnance a un effet de surprise par rapport à la partie adverse. La partie adverse ne s'attend pas à ce qu'on vienne chez lui frapper à la porte avec une ordonnance
qui ordonne telle ou telle mesure à son encontre alors qu'il n'a jamais été au courant. Donc, l'effet de surprise est grand. Et c'est ce que cherche d'ailleurs le demandeur. À titre d'illustration, le propriétaire d'un appartement a su par le concierge de cet appartement que ce dernier a été sous-loué, alors que le contrat de bail qui le lie au locataire indique expressément que la sous-location, il est interdit. Donc il a su par le biais du concierge que cet appartement fait l'objet d'une sous-location, ce qui est interdit par le contrat de bail qui le lie au véritable locataire. Dans ce cas-là, il peut s'adresser au président du tribunal pour demander à ce qu'un juge huissier se déplace à cet appartement pour constater qui habite. Donc aussi bien le propriétaire de l'appartement que la personne en sous-location seront surpris par cette mesure parce qu'ils n'avaient jamais été au courant de son existence. Donc voilà, le locataire sont devant un fait accompli. Ils ne peuvent absolument rien faire, sauf que s'il y a difficulté d'exécution, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent toujours recourir au président qui a émis cette ordonnance, mais cette fois-ci, il faut qu'il recourt à ce président par le biais d'une requête dans le cadre de sa compétence en tant que juge des référés et non pas en tant que juge de constat. Donc, une copie de la requête et de l'ordonnance peut être notifiée en cas de besoin à la personne contre laquelle cette requête a été opposée. Elle importe en effet que la partie adverse puisse connaître précisément quels sont les griefs, quels sont les éléments qui ont permis au juge de prononcer en faveur de cette ordonnance et qui ont autorisé cette dernière, justement pour qu'il puisse plus tard préparer ses moyens de défense, son argumentaire pour une future contestation s'il y a lieu. Si jamais il souhaite la contester, bien sûr, il a le droit d'avoir copie aussi bien de la requête que cette ordonnance pour qu'il puisse préparer ses moyens de défense à son encontre. Est-ce que l'ordonnance sur requête fait l'objet d'un recours? Ben, si jamais le président du tribunal de première instance rejette la demande, rejette la requête du demandeur, lui demandons cette mesure de sommation, de constat ou cette mesure d'urgence. Le demandeur peut faire appel dans un délai de 15 jours à partir du prononcé de cette ordonnance et non pas à partir de sa notification, comme c'est le cas pour le jugement rendu en première instance. Ce n'est qu'à partir de sa notification que le délai de 30 jours commence à courir. On peut toujours faire appel sans attendre les 30 jours, mais là, aussitôt que le président se prononce, le défendeur, la personne contre qui l'ordonnance a été faite, a été opposée, bien sûr, la personne qui a demandé au juge cette ordonnance sur requête et qui a été rejetée par le juge, il dispose de 15 jours pour faire appel. Cet appel, comme je viens de dire, se fait à partir de la notification, à partir du prononcé et non pas à partir de la notification. L'appel est porté devant la cour d'appel. L'appel n'est pas porté devant le même juge. L'appel contre le rejet de l'ordonnance de la requête demandée au juge en sa qualité de juge de constat, de juge de sommation, de juge d'urgence dans le cadre des procédures de l'article 148, l'appel se fait devant la cour d'appel et non pas devant le président ni devant les tribunaux de première instance. S'agissant des sommations et constats, elles ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel. Ils ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel. Lorsque le président du tribunal rejette une demande qui vise à faire un constat ou à faire une sommation à une personne et que cette requête a été refusée par le président, il n'est pas assujetti à l'appel. Elle ne peut faire l'objet d'un appel. Mais rien n'empêche le demandeur qui n'a pas pu faire aboutir sa requête de refaire une autre, une deuxième, une troisième, une 10e, une 20e, aussi
longtemps qu'il le souhaite, sans que le juge ne puisse lui opposer le fait qu'il a déjà présenté une requête. Donc je répète, en cas de rejet de la requête, sauf en matière de constat et de sommation, j'ajouterai par rapport à tout à l'heure, sauf en matière de constat et de sommation, c'est l'exception, le demandeur peut faire appel dans les délais de 15 jours à partir du prononcé de l'ordonnance et non pas à partir de la notification. Mais en matière de sommation ou de constat, l'appel n'est pas possible. Cela n'empêche que le demandeur, que le requérant peut renouveler autant de fois qu'il le souhaite sa demande auprès du président sans que celui-ci ne puisse lui interdire de se faire parce qu'il s'est déjà prononcé. Quels sont les cas de l'admission de la requête? En cas d'admission de la requête, l'ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. Une ordonnance, lorsqu'il est accepté, la partie contre qui il a été opposé, la partie contre qui il a été demandé, ne peut en aucun cas faire un appel. L'appel, il est réservé au requérant et non pas à la partie adverse. Mais il n'en demeure pas moins que cette partie, elle peut s'adresser au juge pour lui demander justement de revenir sur sa décision. Mais j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre en sa qualité de juge de référé et non pas en sa qualité de juge de constat. Le défendeur demandera au juge dès lors, qui est saisi, comme en matière de référé, de façon contradictoire, c'est-à-dire la présence de la personne en faveur de qui l'ordonnance a été prononcée, de rétracter sa décision, de revenir sur sa décision. Cette décision que rend le juge, en qualité de juge de référé, pourra elle-même faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours de sa notification. Voici ce qu'il y a à dire sur l'ordonnance sur requête. 3 choses à retenir. Le domaine, les matières, où on peut s'adresser au président du tribunal en sa qualité de juge d'ordonnance sur requête. 3. Mais plus que ça, parce qu'il y a d'autres matières qui relèvent d'autres lois en dehors du Code de la procédure civile. L'article 148 parle du constat, des sommations, ou encore lorsqu'il y a urgence, ou dans les autres matières qui sont déterminées par la loi. J'ai parlé du Code de la procédure civile en matière du contentieux, en matière... j'ai parlé du Code de la famille, j'ai parlé de livre 5 portant sur le redressement des entreprises en difficulté et qui permettent ce type, bien entendu, de recours. Deuxième chose à retenir, c'est que la requête, elle est déposée par écrit et que le contradictoire n'est pas respecté. Le contradictoire n'est pas respecté. Troisième chose à retenir, elle est rendue au provisoire, mais il est exécutoire sur minute. Le rejet, lui et lui seul, peut donner lieu à l'appel, sauf lorsqu'il s'agit d'un constat, d'un rejet d'un constat, d'une demande de constat ou d'une demande de sommation. Pour le reste, le rejet est acceptable à condition qu'on le fasse dans les 15 jours qui suivent le prononcé de cette ordonnance et non pas la notification de cette dernière. Allons voir maintenant la procédure de référé, le qada al-siajali. Pour certaines affaires qui nécessitent une solution extrêmement rapide, une décision parfois qui doit être rendue immédiatement, la procédure ordinaire devant le juge ordinaire, devant le tribunal de première instance, n'est pas peut-être une solution satisfaisante. Parce que, justement, il y a urgence, il y a rapidité, il faut tout de suite qu'il y ait une décision, faute de quoi le droit le faire plus tard, ça serait vraiment inutile. Dans ce cas-là, l'objet du référé est donc de permettre l'obtention
d'une mesure provisoire dans l'attente à ce que la solution définitive du litige soit, bien entendu, prononcée par le juge de fond qui serait saisi dans le cadre d'une procédure ordinaire. Donc, force est de constater que la procédure des référés s'est aujourd'hui considérablement développée. Il est accepté dans plusieurs domaines. Elle tend toujours aujourd'hui à demander au juge d'agir le plus vite et de plus en plus dans plusieurs domaines et dans plusieurs matières. Pourquoi? Pour la simple raison, et nous l'avons indiqué, elle est rapide et elle est moins coûteuse qu'une procédure normale devant le juge ordinaire, j'allais dire. Le référé peut être défini comme étant une procédure rapide qui se déroule contradictoirement, à la différence de l'ordonnance sur requête qui, elle, n'est pas contradictoire, sauf urgence extrême, sauf lorsqu'il y a urgence extrême, le juge peut faire abstraction du contradictoire et statuer sans la présence de l'autre partie. Devant un seul magistrat, qui n'est autre que le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal administratif, en l'occurrence, le tribunal de première instance, lequel peut être saisi instantanément et rend une décision n'ayant qu'un caractère provisoire. Cette définition nous fait apparaître tous les éléments fondamentaux, tous les conditions qui doivent figurer dans une requête en référé pour qu'elle soit acceptée. Alors, nous allons, si vous permettez, examiner d'abord à qui relève la compétence du référé, première question. Deuxième question, quelles sont les conditions d'intervention du juge de référé? Troisième question, quels sont les domaines du référé? Et dernière question, quelle est la procédure des référés? 4 questions. Compétences, conditions, domaine et procédure. S'agissant de la compétence, il y a lieu, comme nous l'avons fait dans les premiers cours, de distinguer entre 2 types de compétences. La compétence d'attribution et la compétence territoriale. La compétence, si vous voulez, en raison de la matière et la compétence en raison du lieu. La compétence d'attribution, c'est-à-dire en raison de la matière, du juge de référé, est calquée sur les juridictions auxquelles elle appartient. Elle est calquée sur la juridiction auquel il appartient. Si l'affaire pour laquelle on souhaite s'adresser au juge de référé est une affaire commerciale, le président devant qui cette référé doit être soulevé n'est autre que le président du tribunal de commerce. S'il s'agit d'une affaire de type administratif, le référé doit être adressé au président du tribunal administratif. Étant entendu que le tribunal de première instance, il a une plénitude de juridiction. C'est lui, en principe, sauf exception, qui demeure le tribunal compétent pour trancher toutes les matières de référé, sauf lorsque la loi dit autrement, sauf lorsque la loi attribue cette compétence, soit au président du tribunal de commerce ou encore du président du tribunal administratif. La plénitude de juridiction signifie que les parties ne peuvent décliner la compétence du président de première instance. Ils ne peuvent pas la refuser pour dire non, non, on préfère plutôt aller vers le président du tribunal de commerce ou le président du tribunal administratif. Et que lui-même, il ne peut pas refuser d'accepter de statuer sur le référé parce que, en indiquant que cela ne rentre pas dans ce pouvoir judiciaire. Bien entendu, la plénitude de juridiction veut dire que c'est toujours, en principe, le président du tribunal de première instance qui demeure compétent, sauf lorsque la matière relève du domaine d'un autre président ou d'un autre tribunal en raison de la matière. Donc, le président du tribunal de commerce ne peut pas ordonner une mesure
ne peut ordonner une mesure que dans les matières qui relèvent de sa compétence. Idem également pour le président du tribunal administratif. La compétence revient au président du tribunal concerné. Toutefois, si jamais le président est empêché pour un motif dûment constaté, bien sûr, dans ce cas-là, ce président-là peut être remplacé par le juge le plus ancien du tribunal. Si jamais il y a un empêchement qui empêche le président de statuer en référé, parce qu'il a un empêchement majeur, dans ce cas-là, il peut être remplacé. La loi nous indique, le code de la procédure civile nous indique qu'il doit être remplacé par le juge le plus ancien. Le plus ancien, ça ne veut pas dire le plus habile à trancher en référé, le plus apte intellectuellement, le plus compétent d'un point de vue compétence professionnelle, qui serait, parce qu'il est ancien, il n'est pas forcément le plus compétent. C'est la raison pour laquelle, en règle générale, même si la loi indique que c'est le juge le plus ancien qui doit se substituer au président lorsque celui-ci connaît un empêchement, c'est en règle générale le président du tribunal qui décide à qui il va confier la tâche si jamais il est empêché. Et ce n'est pas forcément le juge le plus ancien. D'ailleurs, l'avant-projet du code de la procédure civile, toujours en gestation, dans son article 149, indique expressément que c'est le président qui désigne son successeur. Et ce n'est pas forcément le plus ancien qui remplace le président. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui le cas, mais en contradiction avec la stipulation de la loi. C'est les pratiques des tribunaux qui vont dans ce sens, alors que la loi dit autrement. Relevons également que si le litige est soumis à la cour d'appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le président de la cour d'appel. Les mêmes attributions, les mêmes fonctions que nous avons étudiées préalablement sont exercées également par le premier président de la cour d'appel. Lorsque le demandeur invoque l'urgence, la raison de recourir au référé est l'urgence. Le président du tribunal est automatiquement compétent. Il suffit que le requérant, que le demandeur invoque l'urgence dans sa requête, dans sa demande, automatiquement, systématiquement, le président du tribunal est le juge compétent. Mais à charge pour lui, lorsqu'il statue sur l'affaire, d'indiquer, enfin de savoir, de juger, est-ce qu'il y a véritablement urgence ou le demandeur prétend qu'il y a urgence. Si le président du tribunal estime que l'examen de la cause, il n'y a pas urgence, il déclare la demande non fondée. Toutes les demandes qui excèdent le pouvoir du juge de référé, ils doivent être déclarées non recevables. À titre d'exemple, si on demande au juge de référé de statuer sur une preuve, un document, un contrat qui est entre les mains du juge de fond, ça ne relève pas de sa compétence. Et même s'il y a urgence, et il va déclarer la demande non fondée, donc irrecevable. Le juge ne touche jamais le fond de l'affaire, il statue toujours au provisoire, sans toucher le fond de l'affaire. Ça ne relève pas de sa compétence, ça relève de la compétence des juges de fond. Lorsque le président décide que la demande en référé est non urgente, il épuise entièrement sa juridiction et il n'y a pas lieu de renvoi. Il ne renvoie pas l'affaire. Il ne dit pas parce que je ne suis pas le juge compétent, parce qu'il n'y a pas urgence, donc je vais prendre ce dossier et je vais le renvoyer devant le tribunal compétent qui est la section, telle ou telle section du tribunal de première instance. Donc il ne procède pas à un renvoi, il se contente tout simplement à indiquer que la demande est non fondée et il est recevable et ça se termine là. Comme l'urgence est une condition de la compétence d'attribution, le président doit vérifier d'office, même si les parties sont d'accord pour dire il y a urgence. Ce n'est pas parce que les parties sont d'accord pour dire qu'il y a urgence
dans telle ou telle situation que le juge de référé va répondre favorablement à la demande en référé. C'est à lui, parce que c'est sa compétence d'indiquer est-ce que la situation qui est présentée devant lui constitue une véritable urgence. S'il y a urgence, ça rentre dans sa compétence. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, la demande serait non fondée. La compétence territoriale. Tout à l'heure, nous avons étudié la compétence matérielle, la compétence d'attribution en raison de la matière. Elle obéit au régime du droit commun. En principe, le président du tribunal qualifié par les règles de compétence territoriale pour se prononcer sur le fond des litiges, c'est celui qui va trancher en matière de référé. Il l'est également en matière de référé. Une affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Meknès pour la résolution d'un contrat. Pour la résolution d'un contrat. Nous avons besoin du juge de référé pour se prononcer, pour interdire aux contractants de quitter le territoire parce que peut-être les affaires de l'autre partie, ils vont être lésées. Il y a urgence. On ne touche pas au fond de cette affaire. Il est compétent. Mais si on doit lui demander de voir est-ce que telle disposition, de faire une expertise sur tel élément du contrat, parce qu'il y a un faux, parce qu'il y a un rajout, ben il va vous dire que ce n'est pas ma compétence, c'est la compétence du juge de fond, et c'est lui qui demeure saisi de cette demande, parce que c'est lui le juge de référé en l'occasion. Le président du tribunal, donc c'est le tribunal du défendeur, c'est toujours le président du tribunal du lieu, parce que nous avons indiqué préalablement que le demandeur suit le défendeur en son lieu de domicile. Alors, quelles sont les conditions d'intervention du juge des référés? Les conditions, on les retrouve dans les articles 149 à 152 du Code de la procédure civile. C'est lui qui énumère les conditions de la saisine du juge des référés. Il y a lieu d'avancer tout de suite deux conditions qui doivent toutes les deux être réunies pour donner lieu à un référé. 1. L'urgence. 2. Ne pas préjudicier au fond. 1. L'urgence. Il faut qu'il y ait urgence. Urgence ne veut pas dire précipitation. Urgence veut dire qu'il y a une situation d'urgence auquel il faut intervenir immédiatement, sinon un droit va se perdre, mais ne veut pas dire se précipiter à obtenir une décision. 2. Il faut que l'ordonnance du référé ne touche pas le fond de l'affaire. On dit qu'il ne faut pas qu'il préjudicie le fond. D'où d'ailleurs le caractère dont nous avons parlé tout à l'heure, le caractère provisoire de l'ordonnance sur requête. Qu'en est-il de l'urgence? L'urgence est le critère traditionnel de l'intervention du juge des référés. À la différence de plusieurs pays, à titre d'exemple, la France, le législateur marocain, le Code de la procédure civile marocain, ne donne pas une définition à l'urgence. Mais par contre, le Code de la procédure civile français, l'article 484 de ce Code, prévoit une définition de ce qu'est l'urgence. Au terme de cet article, l'article 484 du Code de la procédure civile français, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre partie ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Immédiatement les mesures nécessaires. L'article 484 du nouveau Code de la procédure civile nous donne une définition de l'urgence. Cette définition, on ne la retrouve pas. Mais on trouve quand même une expression dans l'article 149 qui se réfère à l'urgence, qui indique cet article 149 est toujours en vertu de l'urgence. Le juge des référés, il est saisi, est toujours en vertu de l'urgence, ce qui veut dire que même s'il n'y a pas une définition de l'urgence, l'article 149 qui parle de cette procédure de référé nous indique clairement qu'on n'intervient que lorsqu'il y a une urgence, vu l'urgence. Et d'ailleurs, les ordonnances du président, ils commencent toujours par l'expression « vu l'urgence ». Vu l'urgence. Et
bien entendu, juste après, ils peuvent arguer, motiver leur jugement. Alors, on s'accorde à reconnaître que la crainte qu'un préjudice d'une certaine gravité, voire des simples inconvénients, mais rend la décision, si jamais il n'est pas fait immédiatement, si jamais il n'a pas été produit dans un délai rapide, ben, il y aura peut-être, ça sera peut-être trop tard et ça sera peut-être même inutile. Donc, il serait souhaitable d'avoir une décision dans les délais les plus brefs. C'est ça la raison d'être le référé. L'urgence, donc, correspond à la situation qui requiert une intervention rapide du juge. Si jamais ce n'est pas le cas, il y aura un dommage irréversible et grave si jamais on n'intervient pas immédiatement, et ceci va exposer l'autre partie certainement à un danger imminent. Il va donc exposer l'autre partie à un danger imminent ou à un préjudice extrêmement grave ou un préjudice imminent qui pourrait certainement le plus souvent être irréparable si on recourt au juge ordinaire. J'ai trouvé une définition de cette urgence dans l'ouvrage de Roger Perrault, cours du droit judiciaire privé. Le professeur Perrault définit l'urgence dans les termes qui suivent. L'urgence suppose qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L'urgence suppose donc qu'un retard dans la prescription de la mesure souhaitée, elle serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Quelle que soit la définition qu'on retient pour l'urgence, il renvoie qu'un retard pour la prise de décision, il va occasionner un grave préjudice aux intérêts d'une partie, ce qui justifie son existence. On peut dès lors recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à contrecarrer ces dommages irréversibles qui risqueraient de se produire si jamais on laisse le juge de fond se prononcer sur le litige, sur le contentieux, ou si on le laisse résoudre le différend dans les temps impartis selon la procédure normale, avec les moyens donnés au défendeur, avec tous les moyens de défense, et ainsi de suite. Le juge des référés jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. D'un large pouvoir d'appréciation, est-ce qu'il y a urgence ou on prétend qu'il y a urgence? Et d'ailleurs, lorsqu'il se prononce, aussi bien en indiquant qu'il y a urgence ou qu'il n'y a pas urgence, sa décision sur ce sujet n'est pas contrôlée par la Cour de cassation. Il n'est pas contrôlé par la Cour de cassation parce que c'est des circonstances de fait à un moment donné et le juge de droit ne contrôle pas l'appréciation du juge de référé sur le qualificatif, sur la qualification de l'urgence. Donc, il y a donc urgence chaque fois que l'absence d'une décision immédiate ou imminente risque de causer un grave dommage irréparable au demandeur. L'urgence étant une notion de pur fait. C'est des faits. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation n'étend pas son contrôle sur les faits. C'est ce qui justifie que la Cour de cassation ne contrôle pas les faits. Il ne contrôle pas l'exercice de son pouvoir d'appréciation sur l'existence ou pas de l'urgence pour statuer en ordonnance lorsqu'il est saisi en cette matière. Deuxième condition pour saisir le juge de référé, la première étant l'urgence, la deuxième étant, comme j'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il préjudicie le fond de l'affaire, c'est-à-dire il statue au provisoire. Le caractère provisoire est une caractéristique essentielle du référé. D'ailleurs, l'article 152 du Code de la procédure civile
et l'énonce expressément. Il indique les ordonnances sur référé ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé par le juge de fond ou sur le fond de l'affaire. Force donc est de constater que cet article met l'accent sur le provisoire mais ne fait aucune allusion à l'urgence. Le provisoire est fondamentalement appuyé par l'article 152, mais en aucun cas on ne trouve la mention de l'urgence. C'est la raison pour laquelle, lorsque le juge motive sa décision par rapport à ce provisoire, parce que c'est une question de droit, il est soumis au contrôle de la Cour de cassation, ce qui n'est pas le cas pour l'urgence. Donc, le juge, il rend des décisions provisoires, c'est-à-dire des décisions, bien qu'exécutoires, sont susceptibles d'être remises en cause par les juges de fond. Ce n'est pas parce que le juge des référés a ordonné une mesure dans le cadre de sa compétence que le juge de fond, une fois qu'il va statuer, il va accepter, il va aller dans le sens de cette ordonnance. Il peut passer outre cette ordonnance, aller vers le contraire de ce que prévoit l'ordonnance, parce que justement, le juge de référé ne statue qu'au provisoire et sa décision ne s'impose pas au juge de fond. Le provisoire exclut que le juge des référés puisse aborder le fond de l'affaire. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'aller au-delà de sa compétence, c'est-à-dire uniquement ce qui est urgent, ce qui est provisoire et ce qui ne préjudicie pas au fond de l'affaire. Il m'avait déjà été l'occasion de vous parler de l'affaire Air France. Une fois que les avions Airbus A320 qui ont une forme, enfin qui ont développé la technologie de pilotage, avaient prévu que le pilotage de ces avions se fait par deux pilotes, un commandant de bord et son assistant, et que le mécanicien de bord n'existe plus dans le cockpit de l'avion, il n'y a que deux personnes plus les ordinateurs, les pilotes de ligne de Air France se sont mis en grève contre la décision de Air France de faire, comment dirais-je, de faire fonctionner les avions uniquement avec deux pilotes. Air France a saisi le tribunal pour indiquer que cette grève est illicite. Le juge de référé, il a indiqué que je ne peux pas me prononcer. Si je me prononce, je vais préjudicier le fond, c'est-à-dire je vais rentrer dans les considérations de fait. Est-ce que l'avion peut se conduire à 2 ou à 3? Est-ce que les demandes, est-ce que le préavis de grève est légal ou pas? Ce n'est pas mon domaine, c'est une question qui relève de la compétence du juge de fond et ça ne relève pas de mes attributions. Si je le fais, je suis obligé de piser le fond, ce qui ne rentre pas dans le cadre de mes compétences. Donc, si l'affaire soumise au juge de référé par sa nature risquerait à ce sa décision, son ordonnance porte un préjudice au fond, statue sur le fond, touche le fond de l'affaire, il peut justement rejeter la demande, il peut déclarer la demande non fondée, il peut déclarer la demande irrecevable. Alors, le juge de référé ne doit pas trancher un problème qui est de la compétence, comme je viens de dire, du juge de fond. On ne peut pas s'adresser au juge de référé pour lui demander d'interpréter un contrat, de prendre parti sur l'existence ou non d'un préjudice, de se prononcer sur les moyens de preuve produits par les parties, de se prononcer sur la responsabilité. Lorsqu'elle n'est pas évidente, ceci ne relève pas du juge de référé, il relève plutôt du juge de fond, alors le référé ne serait pas accepté dans ce genre de situation. Toutefois, le juge des référés peut prendre connaissance des pièces versées au dossier. Ce n'est pas parce que des pièces sont versées au dossier du juge de fond que le juge ne peut pas prendre connaissance. Mais il n'a pas le droit de statuer sur la véracité de ces pièces. C'est justement ces pièces-là qui peuvent lui permettre d'avoir une conviction sur ce référé qui lui est soumis. Est-ce que véritablement il y a urgence ou pas?
et ce qui lui permet de savoir est-ce qu'il va préjudicier au fond de l'affaire ou pas. Donc, quels sont les domaines du référé? C'est l'article 149 du Code de la procédure civile qui énumère les domaines du référé, qui détermine les situations où le référé pourrait être accepté. Cependant, cette liste énumérée par l'article 149 n'est pas exhaustive. Elle n'est pas limitative. D'autres situations de référé, on peut les retrouver dans soit les dispositions du Code de la procédure civile, soit dans différentes lois en vigueur au Royaume du Maroc. À titre d'illustration, l'article 179 du Code de la procédure civile indique « Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire ». Donc l'article 169 exige que dans la matière des pensions alimentaires, c'est le juge de référé qui doit statuer sur ce genre de demande. Les décisions en cette matière sont exécutoires sur minute, nonobstant toute voie de recours, stipule l'article 179 du Code de la procédure civile. De même, plusieurs articles d'autres lois, en dehors du Code de la procédure civile, indiquent expressément que c'est le juge de référé qui est compétent en la matière. Qu'il me soit permis de citer les articles 22, 32, 33 du nouveau Code du bail commercial. Vous savez que le bail commercial a fait l'objet d'une nouvelle loi, pas l'ancienne loi de 1955. Et également l'article 179 du Code de la famille, et qui indique que le juge intervient en sa qualité de juge de référé. Donc, la numérotation indiquée, ou l'énumération, pardon, indiquée par l'article 149 n'est donnée à qu'à titre indicatif, puisqu'il y a d'autres matières où le juge de référé peut statuer en dehors des situations qui existent dans l'article prévu par l'article 149. Ce magistrat donc est seul compétent pour connaître en cette qualité et toujours en vertu de l'urgence toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement. Rappelez-vous tout à l'heure, et dans le précédent cours, lorsque nous avons parlé de la défense d'exécution, il se peut également que le juge émet une ordonnance sur requête et que l'exécution de cette ordonnance pose un problème. Il relève de sa compétence de justement se prononcer sur cet état de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, non pas en sa qualité de juge de constat, mais plutôt en sa qualité de juge des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige ou non soit engagé devant le juge de fond. Ces domaines-là rentrent dans la compétence du juge de référé, que le litige soit pendant devant le tribunal, le juge de fond, le tribunal ordinaire, ou qu'il ne le soit pas, il n'en demeure pas moins qu'il demeure de la compétence du président du tribunal. À la lumière de cet article, donc, nous relevons que 4 hypothèses de recours au référé sont stipulées par le dit article, l'article 149. 1. Là, les matières où il y a urgence. 2. Là où il y a des difficultés d'exécution d'un jugement d'un titre exécutoire. 3. Les mises sous séquestre. Et enfin, les mesures conservatoires. D'autres articles, d'autres textes spéciaux, comme j'ai indiqué tout à l'heure, peuvent également parfois indiquer que c'est le juge de référé qui est compétent pour ordonner telle ou telle mesure lorsqu'il y a urgence. Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou des remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un danger éminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 2 situations. Le juge peut intervenir en sa qualité de juge de référé, soit pour prévenir un danger imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestation illicite. Il faut donc distinguer entre deux situations. Qu'est-ce que le dommage imminent et qu'est-ce que le trouble manifestement illicite? Prévenir un danger imminent. Par exemple, interdire un préavis de grève illégal. Interdire une mise en vente. Interdire la publication d'un livre qui risquerait de porter préjudice à l'intimité de la vie privée d'une personne. C'est le cas du livre qu'avait rédigé le médecin qui traitait le président de la République française, François Mitterrand. La famille est intervenue pour demander à ce que le juge de référé interdit la publication de ce livre parce qu'il porte préjudice à l'intimité de la vie privée, parce qu'il indique quelle est la maladie, quelles sont les souffrances de l'ex-président de la République française, François Mitterrand. Il peut également interdire la diffusion d'une prochaine édition d'un journal qui contient un article qui porte préjudice à la vie privée d'une personne, à son honorabilité. Donc vous voyez le danger imminent, c'est un danger que si on laisse le livre apparaître, si on laisse le journal apparaître, ben, l'honneur de la personne sera touché, la vie privée de la personne sera touchée, la mise en vente serait exercée et ça serait dans ce cas trop tard. Il faut également qu'il intervienne s'il faut faire cesser un trouble manifestement illicite. C'est ce qu'on appelle les voies de fait. Les troubles manifestement illicites, on les appelle également les voies de fait. La trouble a été réalisée s'il s'agit de mettre fin au plus vite, par exemple, de saisir un livre ou un journal. Le livre, dans le cas danger imminent, il n'est pas encore apparu. Le journal n'est pas encore apparu. Mais là, le journal est apparu et il faut que ça cesse immédiatement parce que ceci constitue une voie de fait, ceci constitue un trouble manifestement illicite et on s'adresse au juge de référé en sa qualité de juge de référé justement pour stopper, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. La procédure de référé. On examinera d'un côté l'introduction de l'instance en référé, l'audience du référé et l'ordonnance du référé. Trois choses. Comment on introduit l'instance de référé, comment l'audience du référé se déroule et enfin, quelles sont les mentions qui figurent dans l'ordonnance du référé et quelle est sa valeur juridique, bien entendu. La demande en référé, elle est faite de la même manière qu'une demande introductive d'instance, soit par une requête écrite par le biais d'un avocat, ou encore par une déclaration verbale que le greffe du tribunal enregistre dans un procès verbal, comme c'est le cas pour les demandes introductives d'instance. Donc, une fois que cette demande, cette requête a été déposée auprès du greffe, dit le tribunal, elle est transcrite dans un procès verbal lorsqu'elle est faite par déclaration verbale, par le greffe et le juge, qui n'est autre que le président du tribunal, rappelez-vous, ou la personne qu'il désigne à cet effet lorsqu'il a un empêchement. Il a certainement plusieurs empêchements d'ordre administratif et dans la plupart des tribunaux, ce n'est pas le président qui s'occupe de référer, c'est un juge compétent qui a de la valeur et auquel le président du tribunal fait confiance. C'est à lui qu'il confie très souvent, s'il n'a pas le temps nécessaire pour s'en occuper lui-même, c'est à ce type de juge que les présidents confient cette tâche de référer. Donc le juge, une fois qu'il est saisi de cette demande par le greffier, il convoque les parties, la partie adverse, dans les conditions prévues par le Code de la procédure civile, entendez par là, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 37, 38, 39 du Code de la procédure civile que nous avons étudié préalablement. Il peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il n'est pas obligé de statuer immédiatement parce qu'il y a urgence ou dans la semaine d'après. Il peut faire en sorte à ce que l'affaire soit renvoyée à 2 semaines, 3 semaines, c'est-à-dire c'est le président qui fixe la date de l'audience en fonction
de l'urgence en fonction des éléments du dossier, en fonction de la nature de l'urgence dont il est saisi. Toutefois, s'il y a extrême urgence, lorsqu'il y a extrême urgence, l'article 151 du Code de la procédure civile prévoit que le président peut statuer, même si en principe, la procédure est contradictoire, il peut statuer sans la présence du défendeur, justement pour contrecarrer cette extrême urgence, pour répondre à cette extrême urgence. La demande donc est présentée par requête ou déclaration. L'autorisation est donnée par ordonnance. Le président peut permettre d'assigner à très bref délai, voire le jour même le dimanche, même le jour férié. Il peut même, nous dit l'article 151, on peut même carrément le saisir et statuer chez lui dans son domicile. Chez lui dans son domicile. Même en dehors des heures de travail. Même en dehors des heures de travail. Comprenez avec moi que c'est rarement le cas. Mais il n'en demeure pas moins que l'article 151 laisse cette possibilité en cas d'extrême urgence de saisir le président. Je vais conclure en disant à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la semaine, quel que soit le moment, que ce soit la nuit, etc., même lorsque le président se trouve chez lui, ce qui est dans la pratique extrêmement rare, pour ne pas dire jamais vu. Je ne l'ai de toute façon jamais constaté. Donc dans ce cas-là, le juge fixe immédiatement le jour et l'heure où il sera statué lorsque, bien sûr, il est saisi en sa qualité de juge de référé. Les parties peuvent ne pas comparaître en personne. Ils peuvent ne pas comparaître en personne et ils peuvent se faire représenter par un avocat. En pratique, le demandeur est plus ou moins obligé de recourir à un avocat parce que, rappelez-vous, la procédure est écrite, la requête est écrite. Mais le défendeur, dans la plupart des situations, dans la plupart du temps, il comparaît personnellement sans qu'il soit assisté par un avocat. Sans qu'il soit assisté par un avocat, et ceci ne l'empêche pas de continuer la procédure et de considérer que sa défense est valable. Il a le droit de se défendre lui-même s'il le souhaite. La présence du ministère public n'est pas requise, quelle que soit la nature de l'affaire. Donc, il n'y a aucune communication qui est faite au ministère public en raison de ce référé. Le référé est étranger aux attributions du ministère public en matière civile. La procédure en référé, en principe, lorsque les deux avocats sont devant le président du tribunal, le juge des référés, il plaide, il conclut oralement. Il plaide et il conclut oralement. Les plaidoiries, en règle générale, ils durent quelques minutes. Le président pose des questions aux deux parties pour avoir sa conviction et après, il tranche sur la requête, justement, par une ordonnance. Donc, il n'y a pas d'instruction de l'affaire, il n'y a pas de mise en état, il n'y a pas d'ordonnance de clôture, comme c'est le cas pour l'instance ordinaire dont nous avons parlé bien avant. Le président peut, s'il le souhaite, renvoyer l'affaire à une autre audience de référé. Il peut ne pas statuer tout de suite pour la renvoyer à une autre audience et peut-être même à une troisième audience et ainsi de suite. Dans beaucoup de situations, le référé devient pratiquement, je dis bien dans plusieurs situations, le référé devient comme s'il s'agit d'une affaire ordinaire, d'une procédure ordinaire. Tellement on use de cette faculté de reporter, de renvoyer, et on prend énormément de temps pour arriver à une solution pratiquement en même temps que le juge ordinaire, c'est-à-dire le juge de fond. Il peut aussi rendre sa décision les jours ou les heures où le président fixe l'audience des référés. Selon les pratiques des tribunaux, je dis une bêtise. Par exemple, à Fès, il se peut que les audiences du référé, le siège Elia, il se peut qu'il soit défini le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Pour d'autres tribunaux, ça sera le lundi et le jeudi. Et pour d'autres tribunaux, ça sera tous les jours de la semaine. C'est le président
qui fixe les heures et les jours de l'audience. Chaque tribunal a sa pratique. Qu'en est-il de l'ordonnance de référé? Elle est rendue soit sur le champ, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a urgence, s'il n'y a pas matière à débat, si le juge a une conviction parfaite au moment où il est saisi, ou encore s'il y a extrême urgence, ou bien il peut prendre un certain temps. J'ai dit tout à l'heure, je viens de dire tout de suite, que dans certaines situations, j'ai constaté de moi-même plusieurs situations où ça prend quelques mois. Je ne dis pas quelques semaines, quelques mois, je mesure mes mots. Donc, ce n'est plus un référé lorsque on doit obtenir une ordonnance en référé au bout de 4-5 mois. Le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser des mesures urgentes à la date à laquelle il rend sa décision et non pas à la date où la situation juridique des parties et non pas se fait référer à la situation juridique des parties au moment de sa saisine. Donc le juge, lorsqu'il statue, il statue conformément aux faits, aux éléments et aux éléments du moment où celui-ci prononce sa décision, son ordonnance, et non pas en prenant en considération les éléments au moment où il a été saisi de cette demande en référé. Alors, le plaideur qui souhaite se faire prévaloir de l'ordonnance, il se fera notifier celle-ci. Toutefois, lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé, la notification leur est faite verbalement. S'ils ne sont pas présents, on peut notifier. Mais s'ils sont tous les deux présents, donc la notification de ce cas-là, il est verbal. Leur présence et la constatation de cette notification sont mentionnées dans l'ordonnance. Le juge des référés mentionne que j'ai prononcé mon ordonnance en présence des parties et le fait qu'ils sont présents, ceci vaut notification de cette ordonnance aux parties. Je constate qu'ils sont présents, ils sont devant moi. La notification fera courir le délai d'appel. Je répète, je l'avais déjà mentionné, le délai d'appel contre les ordonnances de référé est de 15 jours. Il est fixé par une durée de 15 jours. Le recours se fait devant la cour d'appel qui statue en formation collégiale. Ce n'est pas le premier président de la cour d'appel à qui on renvoie, on appelle l'ordonnance, le recours contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, mais c'est une formation collégiale de la cour d'appel qui statue sur les appels contre les ordonnances rendues par des juges des tribunaux, par les présidents du tribunal de première instance. Et statut en formation collégiale et certainement pas en référé. Le référé s'arrête là. Il statue comme une juridiction ordinaire, à charge à elle, bien sûr, de se prononcer dans un délai raisonnable. L'appel doit être jugé d'urgence, c'est-à-dire en respectant le délai raisonnable prôné par la Constitution, mais elle n'est pas obligée de statuer dans un délai déterminé. L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée sur le principal, c'est-à-dire que l'ordonnance ne s'impose pas au tribunal qui sera peut-être ensuite saisi sur le fond. Si jamais il y a une ordonnance en référé acceptée et qui statue en urgence sur certains postulats, cette ordonnance ne s'impose pas plus tard lorsque le juge est saisi sur le fond de cette affaire et ne s'impose pas également lorsque l'affaire est pendante devant le juge de fond. Cette décision, le juge de fond peut très bien l'écarter parce que c'est une mesure au provisoire, c'est une ordonnance qui n'a pas autorité de la chose jugée, il n'a qu'une valeur provisoire. L'ordonnance de référé a un caractère donc provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée en référé. L'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, c'est film nous en avons parlé. De droit, c'est-à-dire la loi impose que celle-ci soit frappée, soit accompagnée d'une exécution provisoire, c'est la loi qui le prévoit. C'est-à-dire qu'elle peut être exécutée contre le perdant dès sa notification.
le délai d'appel de 15 jours et l'appel lui-même ne sont pas des délais suspensifs. Ce recours en appel, à la différence des autres recours qu'on avait étudiés, n'est pas un délai suspensif. N'est pas un délai suspensif. Cependant, le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la production par l'intéressé de ce que j'avais appelé dans la séance précédente un cautionnement. Il peut demander à la partie de confier au tribunal de présenter un cautionnement si jamais il veut faire valoir l'exécution provisoire. L'article 153 prévoit en outre qu'en cas de nécessité, le juge des référés peut même ordonner l'exécution sur minute qui permet aux gagnants de faire procéder immédiatement à l'exécution de l'ordonnance par un huissier de justice. Les dispositions de l'article 153 permettent à celui qui a gagné, à celui en faveur de qui l'ordonnance a été rendue, de l'exécuter sur la minute. Il n'a pas besoin d'une expédition avec la formule exécutoire. Il suffit qu'il ait la minute pour justement demander à un huissier de justice d'exécuter l'ordonnance immédiatement. Il a donc un effet immédiat. Et ceci sous simple présentation de cette ordonnance sans attendre que cette dernière soit notifiée ou soit signifiée à la personne, c'est-à-dire au perdant. Nous avons donc étudié maintenant la procédure d'ordonnance sur requête et la procédure de référé. Vous avez remarqué que tous les deux, parfois il y a urgence, ils se ressemblent, mais comme dit l'adage, celui qui se ressemble ne s'assemble pas. Ce sont deux procédures diamétralement opposées. L'une n'a absolument rien à voir avec l'autre. La procédure d'ordonnance sur requête se fait sans la présence de la partie adverse, c'est-à-dire le contradictoire n'est pas respecté, alors que le référé, lui, le contradictoire, y est, sauf lorsqu'il y a extrême urgence et que le président juge que la présence de la partie adverse, sa convocation risquerait de prendre un certain temps, ce qui va léser les intérêts de la partie adverse, vu cette extrême urgence. Quid qu'en est-il de la troisième procédure particulière qu'on appelle la procédure d'injonction à payer, mistarat al-amr bil-ada. L'injonction à payer est une procédure qui permet à un créancier, dont la créance porte sur une somme d'argent, il faut que ce soit une somme d'argent, non une obligation de faire, d'obtenir rapidement un titre exécutoire. J'ai un chèque, j'ai une lettre de change, j'ai une reconnaissance de dette. Au lieu d'aller vers le tribunal ordinaire de saisir ce tribunal pour exiger le paiement de cette créance objet de ce titre dont je dispose, la lettre de change, le chèque ou encore la reconnaissance de dette, je m'adresse plutôt au président du tribunal de première instance avec ce titre-là, en indiquant que ce titre-là, que cette créance-là, il est exigible immédiatement. Ça veut dire que ce n'est pas, on ne va pas attendre un mois pour qu'il soit exigible, il l'est tout de suite. Et le président ordonne à la partie de s'exécuter dans un délai qu'il fixe, faute de quoi on va exécuter cette ordonnance sur ses biens. Ça veut dire qu'on peut vendre ses biens aux enchères pour se faire payer. Donc c'est une procédure extrêmement rapide, moins coûteuse et très efficace parce qu'il permet justement d'éviter la lenteur d'un procès normal. Donc on a le choix, si vous voulez, lorsqu'on dispose d'une créance, de recourir au tribunal de première instance, dans le cadre de la justice ordinaire, dans le cadre de sa plénitude, ou encore de recourir à cette procédure spéciale, rapide, qui est exclusive au président du tribunal pour justement obtenir cette ordonnance d'injonction à payer qui nous permettra d'exécuter plus tard sur les créanciers qui défaillants. Alors l'injonction à payer donc est une procédure qui permet aux créanciers dont la créance porte sur une somme d'argent, obligatoirement une somme d'argent, d'obtenir rapidement ce titre exécutoire.
l'opportunité, comme je viens de dire, de cette procédure d'injonction à payer, c'est d'autoriser, c'est d'autoriser le débiteur, c'est d'autoriser, d'enjoindre au débiteur d'avoir à exécuter son obligation dans un certain délai, à peine de voir un titre exécutoire délivré contre lui. Monsieur, vous payez, faute de quoi il y aura un titre exécutoire et nous allons exécuter sur vos biens, c'est-à-dire nous allons vendre vos biens aux enchères. C'est ça en fait le sens commun de cette injonction à payer. Force est de constater qu'au Maroc, l'injonction à payer a été instituée pour la première fois par le biais du Dahir du 20 janvier 1951. Il a été instauré au Maroc pour la première fois en 1951. Par la suite, il a été modifié le 3 avril 1956. Une troisième fois, il a été modifié par le Dahir du 27 juillet 1966. Et enfin, il a été inclus au moment de la mise en place du Code de la procédure civile le 28 septembre 1964 dans les articles 155 à 166 de celui-ci. Désormais, aujourd'hui, l'injonction à payer figure dans les articles 155 à 166 du Code de la procédure civile. Force est de constater que cette injonction à payer, suite aux critiques qu'il a subies, aux problèmes qu'il a posés, il a connu une dernière modification par la loi 1-13 qui date du 6 mars 2014. La dernière modification, il a été apporté par la loi 1-13 qui date du 6 mars 2014. Cette modification a porté d'abord sur les sommes qui nous permettent de s'adresser au tribunal pour demander cette injonction à payer. Désormais, le montant a été augmenté aux sommes équivalentes ou supérieures à 5 000 dirhams. Moins de 5 000 dirhams, c'est le tribunal de proximité qui serait compétent et non pas le président de tribunal dans le cadre de cette procédure d'injonction à payer. Moins de 5 000 dirhams, qada al-qurb, le tribunal de proximité. Plus de 5 000 dirhams, on a le choix. Tribunal ordinaire avec sa lenteur ou cette procédure rapide, expéditive, moins coûteuse. Donc, quelles sont les conditions de son exercice? À qui relève la compétence? Quelle est sa procédure? Et est-ce qu'il y a des voies de recours contre cette procédure d'injonction à payer? Ce sont les 4 éléments que nous allons passer, Inch'Allah, en revue. Conditions. Je peux dire qu'ils sont au nombre de 4. D'abord, elles portent sur une créance qui n'est pas éteinte et qui est certaine et qui est liquide. C'est-à-dire son montant, il est évalué et qui est exigible. C'est-à-dire il faut qu'il soit écu. Et le débiteur ne doit pas ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. Si jamais cette créance porte sur une entreprise qui a fait l'objet des dispositions prévues par le livre 5 du Code du commerce portant sur le redressement des entreprises en difficulté, on ne peut pas recourir à cette procédure. Donc, la première des choses, il faut qu'il porte sur une créance qui doit être certaine, liquide, exigible, et les débiteurs ne doivent pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. Deuxième exigence, la créance doit être établie par un acte écrit. Par un acte écrit. Soit un effet de commerce, soit un titre, un acte authentique devant un notaire par exemple, soit une reconnaissance de dette. Il faut qu'il soit établi par écrit, par quelque moyen que ce soit, même un acte sous seing privé, il fait l'affaire. Troisième condition, il faut qu'il porte sur une somme qui dépasse, qui va et au-delà, de 5 000 dirhams et au-delà. Moins de 5 000 dirhams, elle n'est pas acceptable. Ça veut dire qu'il résulte de la compétence exclusive des tribunaux de proximité.
Autre condition, la personne contre qui l'injonction à payer va être soulevée, il faut absolument qu'il réside au Maroc. Si c'est un résident à l'étranger, cette procédure ne peut avoir lieu. Ce sont donc les conditions pour l'acceptation de l'injonction à payer. Il vise donc uniquement le recouvrement des créances liquides. Si la demande vise à réaliser une obligation de faire autre que le versement d'une somme d'argent, la procédure d'injonction à payer ne peut être admise. Deuxième condition, la créance doit dépasser la somme de 5 000 dirhams. Cette somme n'inclut pas, bien entendu, les dépens, tels les frais de justice, les intérêts moratoires, les astreintes, les amendes fiscales. Ça ne rentre pas dans le calcul de 5 000 dirhams. Au-delà de toutes ces choses-là, on ne voit que la créance principale. La fixation du seuil de 5 000 dirhams trouve son explication dans le fait que moins de 5 000 dirhams, ça relève de la compétence des tribunaux de proximité. Troisième condition, je me répète, il faut que la créance soit établie par écrit, quelle que soit la forme d'écrit, même lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé. Il peut s'agir d'une lettre de change, il peut s'agir d'une reconnaissance de dette, il peut s'agir d'un acte authentique devant un notaire où on reconnaît également telle ou telle dette. Enfin, la procédure d'injonction à payer n'est recevable, comme je viens de dire, que si le défendeur réside dans notre pays, au Maroc. Si la notification doit avoir lieu à l'étranger, ou si le débiteur n'a pas son domicile connu sur les territoires marocains, la requête d'injonction à payer ne peut être admise. À qui relève la compétence de l'injonction à payer? Le tribunal de première instance est le tribunal compétent. Il est saisi dans les conditions prévues par le code de la procédure civile. Toutefois, le tribunal de commerce reste compétent lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale, mais avec une condition, que la somme objet de cette injonction à payer soit supérieure à la somme de 20 000 dirhams. Moins de 5 000 dirhams, même si l'affaire est de nature commerciale, même s'il s'agit d'une créance entre deux commerçants, moins de 20 000 dirhams, ça relève de la compétence du tribunal de première instance. Le président du tribunal de commerce, pour les sommes supérieures à 20 000 dirhams, et le président du tribunal de première instance, pour les sommes supérieures à 5 000 dirhams, sont les seuls compétents pour connaître des requêtes aux fins d'injonction à payer. Par rapport à la compétence territoriale, c'est le juge du domicile du débiteur qui est compétent, c'est-à-dire le président du tribunal où se situe, où habite, où réside, où le débiteur a son domicile, qui sera compétent pour statuer sur cette injonction à payer. Quelle est la procédure de cette injonction à payer? Force est de constater qu'il y a une modification qui a été apportée par la nouvelle loi de 2014. Si auparavant la personne peut procéder à cette injonction de lui-même, la nouvelle loi, la nouvelle réforme indique que cette injonction à payer doit obligatoirement être présentée par un avocat. On avait dit tout à l'heure qu'il est moins coûteuse. Le fait d'imposer un avocat est de nature peut-être à augmenter les frais. Donc c'est un contresens. À titre d'exemple, cette procédure d'injonction à payer en France, il suffit de remplir un formulaire préétabli par le tribunal pour que le président du tribunal puisse se prononcer. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de formalité autre que de remplir un formulaire. La procédure est extrêmement simple. Donc aujourd'hui, avec la réforme, on l'a compliqué en introduisant l'obligation de procéder par le biais de se faire assister par un avocat. La requête de l'injonction à payer comporte le nom, le prénom, la profession, le domicile et des parties. Si l'une des parties est une société, la requête indique la dénomination sociale, la nature du siège de la société. De même, elle doit comprendre une indication précise sur la somme demandée et la cause de cette somme. À l'appui de cette requête, on doit également produire le titre
justifiant le bien fondé de la créance. La lettre de change, la reconnaissance des dettes, etc. Les requêtes aux fins d'injonction à payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie sur un registre spécial, qui est un registre qui est dédié uniquement et simplement et exclusivement à ces demandes d'injonction à payer. Mention doit être faite des noms, professions et domiciles des créanciers et des débiteurs de la date de l'ordonnance rendue admettant ou rejetant la requête d'injonction à payer, le montant et la cause de celle-ci, ainsi que la date de l'opposition si jamais il est formé. Tout ceci, donc, constitue la procédure de l'injonction à payer. Si la créance lui apparaît justifiée et que la créance est exigible, ou soit totalement ou encore partiellement, le président, en sa qualité de juge d'injonction à payer, ou son substitut, si jamais il a un empêchement, rend une ordonnance faisant droit à la demande et de condamner le débiteur au paiement des frais et aux intérêts si jamais ces frais sont occasionnés par le demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande par une décision motivée. Cette décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. Il n'y a aucun recours contre le rejet des demandes produites, présentées au président du tribunal dans le cadre de cette procédure d'injonction à payer. Si le juge n'y fait pas droit, le créancier pourra encore procéder selon le droit commun en assignant le créancier devant le tribunal de droit commun dans le cadre de la procédure ordinaire telle que nous l'avons étudiée, telle que nous l'avons présentée. Si la demande d'injonction à payer est acceptée totalement ou partiellement, la décision de condamnation est notifiée au défendeur, accompagnée d'un extrait de la requête et du titre de la créance et de l'ordonnance. L'ordonnance d'injonction à payer est susceptible d'exécution aussitôt qu'il est émise, qu'il est accepté par le tribunal. L'acte de notification de l'ordonnance d'injonction à payer doit, sous peine de nullité, contenir deux éléments essentiels. L'acte de cette ordonnance, obligation qu'il contienne deux éléments fondamentaux essentiels. Lesquels? De s'acquitter une sommation au débiteur, de s'acquitter du montant total de la créance et des frais tels que précisés par l'ordonnance et les intérêts si jamais l'ordonnance prévoit des intérêts. Ou encore de former une opposition dans le délai de 15 jours à partir de la date de la notification en l'informant que s'il ne forme pas cette opposition dans cet intervalle de délai, il aura fait éclosion, c'est-à-dire il n'aura aucune possibilité de recours par la suite. Donc seule la personne contre qui l'ordonnance d'injonction a payé a le droit de recourir contre cette ordonnance. Mais le demandeur dont la demande a été rejetée, il n'a aucune voie de recours. L'ordonnance d'injonction à payer est prescrite si jamais le demandeur ne la notifie pas après une année. Il a une durée de vie d'une année à partir de sa production. Au-delà d'une année, il est périmé, il ne vaut absolument rien. Le créancier pourra par contre toujours procéder au paiement de la créance dans les termes d'un procès, d'une instance, selon le droit commun, c'est-à-dire selon ce que nous avons étudié préalablement, une demande en justice, convocation des parties, bien sûr, demande principale, avec tous les éléments dont nous avons parlé, peut-être demande additionnelle, demande reconventionnelle, instruction de l'affaire, jugement, etc., etc. L'opposition est formée par requête écrite devant le tribunal dont le président a ordonné l'injonction de payer opposition pour la simple raison qu'il a été rendu sans la présence de la personne contre qui on a exigé ces sommes d'argent. Le tribunal saisi par l'injonction à payer pourra ordonner la suspension d'exécution de l'ordonnance d'injonction à payer en totalité, en partie, par une décision motivée à la suite d'une demande de débiteur. Il pourra toujours s'adresser au tribunal pour demander du surseoir à l'exécution de cette ordonnance d'injonction à payer. Cette décision statuant sur l'opposition
confirmant l'injonction à payer peut faire l'objet d'une exécution provisoire. La décision statuant sur l'opposition peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à partir de sa notification. Vous avez remarqué que les délais sont abrégés, que les délais sont moins longs pour justement faire en sorte à ce que la procédure soit rapide, à ce que le prononcé des jugements soit extrêmement fait dans les plus brefs délais. La Cour d'appel peut suspendre par un arrêt motivé partiellement ou totalement l'exécution de l'injonction à payer qui a été produite par le président du tribunal de première instance ou le tribunal de commerce s'il s'agit d'une créance dépassant la somme de 20 000 dirhams. Il doit être statué sur l'opposition dans un délai maximal de 3 mois. La loi fixe un délai maximal où on doit statuer sur l'opposition contre l'ordonnance. Si le tribunal estime que l'appel ou l'opposition ont un but purement dilatoire pour retarder le procès parce qu'on ne souhaite pas payer tout de suite, elle a le droit de prononcer une amende contre le débiteur. Cette amende qu'on appelle l'amende civile ne peut être inférieure à 5% de la valeur de la créance, à la valeur du montant de la créance. Elle ne peut jamais être inférieure à 5% du montant de la créance, objet de l'injonction à payer. Donc ce sont là les 3 procédures particulières que j'avais souhaité vous présenter, vu leur importance, vu que demain, Inch'Allah, lorsque vous seriez des praticiens, soit en qualité d'avocat ou encore en qualité de juge, vous allez les rencontrer très souvent. Cela ne veut pas dire que les autres procédures particulières, vous n'allez pas les rencontrer, mais vu que le programme il est assez dense, on va se contenter uniquement, exclusivement de ces procédures. Et je crois que votre professeur du droit de la famille vous a déjà parlé des procédures particulières en matière de droit de la famille. Je pense également que votre professeur du droit foncier vous a parlé également des procédures particulières en matière d'immeuble et en matière d'immatriculation. Je crois que votre professeur du droit commercial vous a parlé également des procédures particulières en matière de redressement des entreprises en difficulté. C'est la raison qui m'a amené à négliger, à laisser de côté ces procédures pour nous contenter de celles que je viens de vous présenter. Donc, prochain cours, Inch'Allah, pas demain, peut-être pas après-demain. Il nous reste 2 conférences à distance dans les 2-3 jours à venir, peut-être, je pense plutôt le mercredi. Disons, le mercredi, les 2 conférences seraient présentées et là, on aura, Inch'Allah, terminé la totalité de notre programme. Je vous souhaite un agréable fin d'après-midi parce que l'enregistrement de cette vidéo a eu lieu aujourd'hui l'après-midi et au plaisir, bien sûr, de nous retrouver dans une prochaine rencontre dans le cadre toujours de ces conférences à distance. Merci de votre attention.